Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Pauline et son mari ont eu une petite Pia en juin dernier, un bébé d'été qu'ils ont appris à connaître dans le sud, sous les pins, eux en maillot, elle en couche. Nous avons discuté de ses premiers pas de maman, de la manière dont elle a demandé de l'aide au quotidien à ses proches, et du sujet de la culpabilité que l'on ressent souvent en tant que parent. Après cette première période, le début de la garde de Pia a été très dur psychologiquement pour Pauline, car des émotions enfouies depuis la mort de son père sont remontées à la surface. Il y a ce qui s'appelle la transparence psychique en fait quand on devient maman. C'est-à-dire que tous les trucs qu'on a mis sous le tapis, les choses qu'on n'a pas réglées, les histoires qu'elles soient un petit peu dures ou tragiques comme perdre un de ses parents, etc. Si tu les as pas réglées, de toute façon t'auras pas le choix, ton corps va te rattraper et ça explosera à un moment ou à un autre. Et en fait c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que j'ai beau essayer de me dire non mais tout va bien, j'ai une petite fille qui est super en bonne santé, mon mari m'aime, j'ai une super famille. On a beau avoir toutes les cases, mais en fait non, on a le droit d'être triste. Salut Pauline. Salut Clémence, ça va? Oui, très bien. Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Et moi aussi, ravie de ton invitation et surtout bravo pour ton podcast parce que je trouve que c'est très chouette d'aborder ce sujet. Ah bah merci, c'est trop sympa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Pauline Dupont-Bichov, je suis journaliste, je suis maman d'une petite Pia qui a bientôt 10 mois et j'habite à Paris avec mon mari à Montmartre. Super. Pia à quel âge? Pia a bientôt 10 mois. Le 22 avril, elle aura 10 mois. Donc tu as accouché en juin, c'est ça? Exactement, le 22 juin, pendant la nuit de la fête de la musique, ça s'est déclenché. Ah oui. Et c'était marrant parce que c'était un peu le truc, on en rigolait avec mon mec qui est hyper fan de son, qui mixe pas mal et tout, qui fait pas mal de fêtes, et tous nos potes rigolaient en mode non mais c'est sûr, elle va naître le jour de la fête de la musique et tout. Et du coup, pendant la nuit, j'ai commencé à avoir mes premières contractions vers 4-5 heures du matin. Donc elle s'est manifestée, elle est née le lendemain, le 22 juin. Tout s'est bien passé pendant l'accouchement? Ouais, moi c'est vrai que j'ai eu un accouchement de rêve et tout était génial. Les contractions, moi j'ai eu une grossesse où j'ai eu pas mal un utérus hyper contractile. Je sais pas si le terme parle à certains, mais ça veut dire qu'en gros tu contractes pas mal, mais sans avoir mal en fait. Pendant toute la grossesse, tu contractais? Non, pas toute la grossesse, mais le troisième trimestre. D'accord. Il y a rien de grave. Bon, il faut surveiller un peu, tu vois, mais c'est juste que ton utérus travaille, et il se met en place pour l'accouchement. En soi, c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il est opérationnel, mais du coup, je connaissais un petit peu cette sensation et je m'étais toujours dit, mais merde, du coup, je vais pas savoir quand je vais accoucher. Bien sûr que non, à 5 heures du mat, j'avais trop mal, c'était hyper douloureux et tout, donc là j'ai bien vu la différence et franchement c'était les 2 heures un peu compliquées, les contractions c'est sûr, c'est clairement pas un moment de plaisir, mais en revanche, il faisait un temps de dingue, à 6 heures du mat du coup on était dans la voiture direction Port-Royal, on a traversé tout Paris qui était trop beau sous le soleil et tout, trop génial, même si j'avais quand même très mal. Ouais. Et en arrivant, pareil, chance de dingue, il y avait quasiment personne dans la mater, quoi. Et donc très vite, j'ai pu être installée en salle. Moi, je voulais une péridurale immédiatement. Elle a été posée nickel. Jusqu'à la péridurale, c'était compliqué, mais après c'était trop génial l'accouchement. Tout était vraiment hyper fluide. Moi, j'ai halluciné, c'est-à-dire que une fois la péridurale posée.
j'avais limite l'impression que je pouvais faire une sieste, quoi, tu vois. J'étais bien, ça travaillait. Mon mec était là en train de prendre son petit déj. On était là, mais c'est quoi ce délire, quoi. Donc improbable, mais trop bien. Et voilà. Et donc voilà, elle a pris le travail, s'est engagée, tout s'est bien passé. Et elle est née à 14h40 et c'était ouf. Un Ça a été moment de rapide. dingue. Ouais, assez rapide. Ouais, complètement. D'ailleurs, elles m'ont dit, faites gaffe, pour le deuxième, ça va aller vite. Mais ouais, non, c'était rapide et j'ai pas souffert et voilà, donc c'était un accouchement vraiment, vraiment génial, quoi. Un très bon souvenir. Et comment tu as vécu la rencontre avec Pia? Alors, la rencontre avec Pia, hyper chamboulante. Enfin, vraiment, c'est un moment qui est assez indescriptible et voilà quoi, quand tu vois ton bébé, qu'on te le met sur le ventre et alors moi j'ai pleuré, mais mon mec n'a pas pleuré, il s'est effondré. Genre il a pleuré, mais c'était dingue, je l'ai jamais vu comme ça. Alors que moi en plus je suis quelqu'un qui peut, enfin très émotif, donc je peux beaucoup pleurer, rigoler, gueuler, enfin tout en même temps. Et mon mec est beaucoup plus posé dans ses ressentis, etc. Et là en revanche, mais je l'ai vu, mais une émotion dingue. Et c'est vrai que je peux comprendre parce que nous on est quand même dans l'action, donc bon, il y a un côté aussi émouvant de dingue, mais t'es dans l'action, donc t'es porté par un truc, et puis bon, il y a quelque chose. Lui, il assiste à un truc fou, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai pleuré, ça c'est clair, et ça m'a chamboulé. Mais je pense que lui, il a vraiment capté qu'il devenait papa à ce moment-là, quoi. Et donc c'était assez dingue aussi de voir Luigi, enfin mon mari, dans cet état, quoi. Ah ouais, c'est donc fou. c'était assez magique, ouais, vraiment magique. Et vous avez pu rester les jours ensemble ensuite à la Alors maternité? non, du coup, enfin 22 juin 2020, donc après le confinement, mais quand même avec des mesures qui se sont prolongées, où en gros, il pouvait passer la journée avec moi, mais en revanche à 20h30 ou 21h, je sais plus, il devait partir et je passais la nuit seule. Et ça, c'est vrai que c'était pas hyper cool. Franchement, bon, il y a pire, hein, c'est sûr. J'imagine qu'il y a eu des configurations plus compliquées, mais voilà, c'est des moments en plus qui sont hyper chouettes, de profiter à deux de son bébé et tout. Enfin voilà, tout découvrir. Et c'est vrai que première nuit, du coup, je me suis retrouvée avec Pia. Et alors bizarrement, j'étais un peu triste que Luigi soit pas là, mais ça me semblait très naturel aussi d'être seulement avec elle, quoi. Donc c'était pas bizarre. Et c'était assez marrant en revanche parce que un des premiers des longs étonnements qu'on a une fois qu'on a un bébé et qu'on se dit ah bon, en fait ça marche pas, c'est que j'ai posé donc Pia dans son berceau de maternité qui sont souvent quand même affreux, et donc enfin tu l'as vécu, quoi, mais l'espèce de berceau en plastique, genre froid, hyper froid. Enfin, ouais. Tu te dis avec le recul, mais comment on peut faire un truc comme ça pour mettre des enfants, quoi. Enfin, c'est évident qu'il soit pas bien. Donc je l'ai posé une demi-seconde. Elle a pas du tout kiffé. Et du coup, pour moi, c'était. De toute façon, ça a été le début de pas mal de trucs là-dessus avec ses pleurs. Mais enfin, moi, quand elle a pleuré, c'était instinctif. Je l'ai prise direct avec moi. Et voilà, la sage-femme est venue, on a essayé un peu de l'emmailloter, donc c'était un peu particulier. Moi, j'allaitais, donc ça s'est très vite bien mis en place, donc là-dessus, j'avais de la chance. Mais en fait, je réalisais que quand elle était collée contre moi au sein, ou juste bien contre moi, elle était beaucoup mieux. Et en gros, alors on déconseille évidemment normalement de dormir avec son bébé, machin. Donc moi, j'ai dit oui, tout va bien et tout. Et j'ai fait vraiment, mais un truc, avec le recul, t'as vraiment l'impression d'être un peu une lionne qui protège un peu ses bébés, parce que j'ai pris donc tu sais les draps d'hôpitaux là tout jaune dégueu, j'en ai fait une espèce de barrière, enfin j'ai monté les barrières, tu sais, du lit, et j'ai entouré en me disant bon là c'est sûr quoi qu'il se passe, de toute façon c'était sûr qu'elle pourrait pas tomber, mais psychologiquement je m'étais dit bon voilà, j'ai fait le nid, quoi. Et elle a dormi comme ça, blottie contre moi toute la nuit en fait, et du coup elle a dormi, elle a tété aussi toutes les 3-4 heures. Moi j'ai peu dormi évidemment, mais j'ai quand même un peu dormi, et voilà. La deuxième nuit, pareil, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, je devenais un peu plus fatiguée forcément, avec 2 heures, plus un accouchement dans les pattes et tout, c'est pas évident. Les premiers jours à l'hôpital se sont passés... C'est assez spécial parce qu'à la fois, enfin moi quand j'avais Pia dans les bras, ça me semblait hyper naturel, et puis à la fois tu découvres des trucs, genre le premier bain, les machins, on te pose plein de questions, on te file plein de conseils en même temps, et t'es un peu genre ok, genre comme si t'étais à l'école et qu'il faut que tu t'engranges plein de trucs et que tu dois apprendre plein de choses en même temps. Donc voilà, il y avait un peu ce début d'ambivalence entre des trucs hyper naturels et d'autres où t'es un peu paumé, quoi. Et le retour à la maison s'est bien passé? Alors le retour à la maison, ouais, assez rapidement. Je te dis, au bout de 48 heures, nous on est rentrés, parce que aussi j'avais un peu envie de rentrer. Et Ils vous ont laissé partir sans problème?
Ouais, parce que Pia grossissait bien, c'était quand même un bon bébé. Moi, j'avais aucun problème particulier dû à l'accouchement. Je leur avais quand même dit que ma mère était pédiatre, donc ça les a un peu rassurés. Ouais. Bon, voilà, plein de petites choses qui font que ils m'ont laissé sortir. Avec le recul, je pense que c'est peut-être un peu tôt, de 2 nuits seulement dans une maternité. Franchement, c'est un peu rapide. Après, c'est juste que, ou alors, disons qu'il faut qu'il y ait vraiment un suivi à la maison. Moi, ça va parce qu'il y avait ma mère que je pouvais appeler en 2 secondes, mais pour répondre à ta question, du coup, le retour à la maison, très chouette parce que ça y est, t'es chez toi, etc. Mais à la fois du coup très stressant parce que première nuit, quand elle pleure et que tu sais pas trop pourquoi, quand voilà, plein de petites choses où ça y est, c'est t'es parent de ce petit bébé et c'est toi qui es en charge de sa survie, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça au début qui est quand même extrêmement ouais, c'est dans les tripes, quoi. Donc à la fois très chouette et à la fois voilà, tu as une espèce de tourbillon de ça y est, c'est parti pour une nouvelle vie où j'ai en charge le joyau de ton cœur qui est devenu le truc le plus important de ta vie en 2 secondes, quoi. Et comment vous répartissiez les rôles avec ton mec ? Alors, comment on se répartissait ? Alors moi, comme j'allaitais, déjà, enfin voilà, là-dessus la question se posait pas. C'était toujours moi qui était, de nuit comme de jour, forcément, elle était au sein, donc ça pendant 2 mois et demi, 3 mois. Du coup, lui faisait plutôt tout ce qui était les changes. Après, il faut que je me replonge, parce que ça me semble à la fois proche et loin en même temps. Et après, si, en revanche, tout ce qui était aller faire les courses, faire à manger, machin, enfin, il était quand même hyper... Là-dessus, encore une fois, moi, je m'étais vachement renseignée, j'avais écouté plein de podcasts, surtout, j'avais discuté avec plein de copines, donc tout le côté, genre, le mois d'or, les 40 jours à respecter, où la femme doit pas faire autre chose que d'être avec son bébé et pas de s'embêter avec d'autres trucs. Ça, je l'avais vraiment intégré et mis en place, à la fois avec mon mec et aussi quand même beaucoup avec ma maman, un petit peu ma sœur, mais voilà, beaucoup ma mère quand même qui est pédiatre et qui donc je suis quand même très proche. Donc voilà, je lui avais vite dit voilà quoi, le mois de juillet, je pense que je vais vachement te solliciter et en fait assez vite, nous, au bout de 10 jours, on est carrément partis à la Garenne-Colombes parce que ma mère a une maison là-bas. Enfin, c'est ma maison d'enfance, quoi. Ouais. Et en fait, on s'est dit que plutôt que de faire des allers-retours pour nous aider, machin et tout, le mieux c'était qu'on soit sur place. Et surtout, mon mec, mine de rien, à la fin des 10 jours, avait plus son congé paternité. Ah oui. Même si après ça a été relativement souple, c'était les vacances, mais bon, quand même, il devait aller au boulot. J'ai aucun regret et je conseille à tout le monde si c'est possible, en tout cas, d'avoir vraiment quelqu'un... vraiment qui vit à la maison ou alors d'aller vivre chez quelqu'un de très très proche, évidemment, sa mère, sa sœur, sa meilleure amie avec qui on en a rien à foutre d'être fatigué, exaspéré, moche, tout ce qu'on veut. Enfin bon, bref, voilà, faut être évidemment à l'aise, mais voilà, on va avoir un petit cocon où on se dit je suis pas toute seule avec mon bébé. Et en fait, encore une fois, après m'être renseignée et tout, enfin, c'est évident, quoi. La phrase « il faut un village pour élever un enfant », pour moi, elle est évidente et on l'a totalement perdue. Enfin, l'image moderne, entre guillemets, qui a rien de moderne et qui est juste assez dramatique, je trouve, de la maman toute seule dans son appart à s'occuper de son bébé H24 et sans sortir de chez elle et sans avoir une communauté de femmes autour d'elle, ça me semble lunaire, quoi. Ouais. Et donc voilà, le retour à la maison s'est bien passé parce que on s'était entouré, quoi, et que justement il y a des vrais moments compliqués, difficiles, on sait pas quoi faire, on se sent très vulnérable. Est-ce que tu as des exemples sur ces moments où tu t'es dit que là tu maîtrisais plus, où tu avais une vraie peur? Complètement. Alors nous, le gros truc des premiers mois de Pia, ça a été les pleurs du soir. Ah oui. Et donc tu sais, c'est les fameux pleurs de décharge dont on dit que les enfants ne souffrent pas du tout, mais n'empêche que quand toi tu reviens avec ton mini bébé à la maison et que voilà, en général, donc c'est à la tombée de la nuit, enfin tu vois, en fin de soirée, etc., où ils commencent à être agités et ils peuvent pleurer longtemps. Et nous, vraiment, ça pouvait durer 2 heures, 2 heures et demie, où Pia pleurait. Tu vois, on l'a bercée, est-ce qu'elle met 2 secondes, mais elle repleurait, enfin tu sentais que voilà, elle avait vraiment et elle hurlait en plus, puis elle a un bon débit en termes, maintenant elle parle comme pas possible, elle fait que de parler et tout, mais elle voilà, une voix qui porte bien et tout, qui crie. Et ça, moi, au début, ça m'a terrorisée. Mais vraiment, enfin, c'était horrible. Je me disais, mais mon Dieu, mais elle est trop mal, c'est affreux. Et heureusement que dans ces moments-là, il y avait ma mère qui, justement, elle recule à la fois surtout de maman, parce que pédiatre, ok, mais surtout, elle a eu 2 enfants, elle est passée par là, et c'est très bien que 3 mois après, t'en parles plus, et c'est pas grave. Mais sur le coup, c'est un monde, en fait. Et du coup, le fait de l'avoir hyper rassurée, hyper détendue vis-à-vis de ça, des pleurs du soir,
en fait, enfin voilà, on se dit bon, là je suis pas bien du tout, je peux pas faire autrement, je le ressens, je suis pas bien, mais je sais que mon bébé c'est pas grave et c'est le plus important. Et rien que de se dire ça fait baisser un peu la pression, quoi. Et c'est ça, et c'est par exemple le bain, pareil. Moi je trouve le bain c'est un truc de dingue, quoi. Maintenant, quand ouais, pareil, dans sa baignoire, qu'on a rien à faire, qui est là au taquet et tout, alors que le premier bain, mais j'étais genre, enfin, on était avec mon mari et, enfin, vraiment, t'as l'impression que chaque geste peut être fatal et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment un truc, mais d'une pression dingue. Et encore une fois, je pense que d'avoir des gens autour de soi, une grande sœur, moi je suis la grande sœur, donc j'avais pas de grande sœur, mais une amie qui a déjà eu des enfants, et voilà, qui fait descendre la pression et qui dit t'inquiète, on l'a toute fait, de trembler, je pense, avec son premier bain et son bébé, et c'est normal en fait, c'est que justement tout ton corps là porte son attention sur ton bébé et tout est normal, quoi. Donc et voilà, d'avoir quelqu'un, je pense, qui fait un peu descendre la pression, en accompagnant, quoi, tout simplement. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est tous ces moments-là moi, j'ai pas eu de problème d'allaitement, mais pareil, j'imagine que quand on a du mal à allaiter, si on a quelqu'un vraiment vers qui se tourner, il y a des sages-femmes spécialistes en allaitement, des conseillers en lactation aussi. Des conseillers en lactation qu'il faut vraiment, qu'il faut vraiment pas hésiter à appeler. Et en fait, ne surtout pas se dire, je pense même que c'est l'inverse, que si on demande, c'est qu'on sait pas faire. Mais en fait, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que quand on est maman, encore une fois, je trouve que le schéma qu'on nous impose de genre, tu rentres avec ton bébé, t'es censé avoir la science infuse et savoir tout faire. Mais c'est dingue, en fait, c'est complètement, ça ne colle pas déjà à notre humanité. Et au-delà de ça, ça peut être limite dangereux, parce que c'est pas un hasard, je pense, si dans nos sociétés occidentales, il y a beaucoup plus de mamans qui se retrouvent hyper désemparées, qui savent pas comment gérer justement ce stress en elles, etc. C'est parce qu'en fait, si t'as des gens sur qui te reposer, c'est bon, quoi, tu te détends et tu sais que t'es pas seule à gérer, quoi. Quel rôle exactement tu confies à ta mère quand tu habites à la Garenne-Colombes ? Alors ça, c'est hyper important parce que, alors, à la fois, du coup, on se dit qu'il faut tout faire hyper bien, etc. Donc c'est important aussi de savoir déléguer. Mais en même temps, je pense qu'il y a des choses aussi où il faut savoir se dire, ça c'est vraiment mon domaine et j'ai pas envie de demander à qui que ce soit son avis. Donc ça, je pense que c'est c'est des trucs, des ressentis assez personnels. Mais moi, du coup, maman gérait toute l'intendance, à savoir cuisine, le lave-linge, les trucs comme ça. Et en revanche, tout ce qui concernait Pia, c'était quand moi je lui demandais. Et malgré tout, il y a forcément des moments un peu d'extrêmement bons sentiments, mais où du coup c'est un peu intrusif et en fait t'es en train d'apprendre, etc. Donc il faut se laisser un petit peu le fait de douter, d'essayer, de machin, et de pas non plus tout déléguer, parce qu'en gros, on est quand même en train d'apprendre, et donc c'est hyper stressant quand on a l'impression que l'autre fait beaucoup mieux que nous. C'est aussi une grosse pression. Donc je pense que ce qu'il faut déléguer, c'est toutes les tâches pas importantes où on a rien à foutre, la cuisine, le ménage, balayer, tout ça, c'est pas l'important. Et en revanche, évidemment, prendre les conseils, ou en tout cas être celle qui va demander des conseils, mais ne pas absorber tout ce qu'on nous dit, c'est-à-dire ah non mais tu devrais faire comme ça, ou tu crois pas que là elle a sommeil, etc. Moi je sais qu'il y avait des petites phrases comme ça où j'en ai parlé à ma mère qui pourtant est hyper bien intentionnée, mais je lui ai dit non ça maman je veux pas, parce qu'en fait tu te rends pas compte, mais je suis maman depuis 3 semaines, donc c'est tout, enfin t'es une toute jeune maman, et ce petit truc c'est genre ah ouais non mais en fait du coup j'aurais jamais dû faire comme ça, j'y arriverai jamais, machin. Et ça, c'est des trucs auxquels je fais hyper attention maintenant. Par exemple, quand alors que elle a que 10 mois, Pia, mais je sens que je suis à des kilomètres de ce que j'étais au tout début. Et c'est normal. Et du coup, avec des copines ou des toutes jeunes mamans, j'essaie vraiment de faire attention à ça, un côté... En gros, faut être un soutien, mais pas dans l'intrusion, quoi. Donc, concrètement, ce que je demandais, oui, c'était de l'aide sur du quotidien et des petits conseils pratiques, mais voilà, si je le sentais pas, il y a un truc hyper précis. Pareil, moi je sais que Pia, pendant le premier mois, elle n'a fait que de dormir sur moi, en tout cas la journée. Le soir, elle voulait bien, tu vois, quand une fois qu'elle s'était bien endormie, elle restait dans son couffin et je pouvais l'allaiter et la remettre dans le lit. Mais la journée, c'était impossible. Elle dormait vraiment tout le temps sur moi, quoi. Et ça, pareil, on nous prévient pas en fait que c'est tout à fait normal, et du coup moi très courant et hyper courant, c'est ça. Et du coup j'étais très déstabilisée. Et quand par exemple j'étais trop fatiguée pour encore porter Pia et que j'allais me reposer, je disais à maman en revanche si elle pleure, tu la prends et elle dort sur toi, quoi. Donc c'est des trucs voilà, faut que la personne qui aide soit vraiment là pour aider et t'accompagner dans ton sens, et pas t'imposer un peu ses bons conseils, je trouve. Ouais.
J'ai une question sur le premier mois et sur le sommeil dans le premier mois. Ouais. Tu disais par exemple qu'elle dormait sur toi pendant la journée. Est-ce que tu as réussi à trouver des moments pour te reposer et reposer ton corps aussi? C'était compliqué en vrai. Je pense que le premier mois était quand même, enfin globalement de toute façon les 2 premiers mois sont quand même très fatigants, faut pas se leurrer. Et j'avais du mal justement quand même un peu à lâcher et à aller faire une sieste en laissant Pia à ma mère. J'avais quand même un peu du mal à ça. Donc ce que je faisais au bout d'un moment, tout simplement, je me mettais dans mon lit double, je me mettais vraiment au milieu et en fait Pia dormait sur moi et moi je dormais. Et honnêtement, on va pas se mentir, c'est là où je dormais le mieux, quoi. J'étais hyper bien collée à mon bébé et j'adorais. Et en revanche, pareil, les nuits, honnêtement, moi c'est pas du tout ce que j'ai trouvé le plus dur parce qu'en fait, je dormais 3-4 heures, tu restes dans la pénombre, Pia, elle se réveillait, mais c'était vraiment pour manger, et paf, elle se rendormait. Donc c'était pas genre le truc où tu dois gérer un bébé qu'il faut rendormir pendant des plombes et tout. Donc vraiment, les nuits, c'était pas si dur que ça. Je te dis, moi, ma grosse appréhension, c'était plutôt l'arrivée du soir, quoi. Vraiment avec les pleurs du soir, où là, c'était très fatigant, effectivement. Ouais. Et là, physiquement, du coup, c'était beaucoup mon mari qui portait, qui se promenait, etc. Parce que mine de rien, quand tu viens d'accoucher, t'as le périnée aussi qui est hyper relâché et que porter ton bébé et marcher en même temps pendant 2 heures et tout, enfin, c'est impossible, quoi. T'es très fatigué. Et d'ailleurs, si physiquement, moi j'ai découvert des muscles de dos et de bras à ce moment-là, quoi, au bout de quelques semaines, et j'étais là, mais attends, c'est hyper chaud et tout. Donc peut-être faire un petit peu, à partir de ce moment-là, moi j'ai fait j'en avais fait pendant que j'étais enceinte, mais de la kiné toutes les semaines. Kiné ou ostéo, je pense que c'est hyper important aussi pour parce que tu portes quand même un poids de entre 3 et 4 kilos minimum au début et puis ça ne fait que grossir évidemment. Et mais voilà, faut quand même avoir une petite condition physique, je trouve, parce que tu t'attends pas forcément à devoir un peu, comme tu dis, reposer ton corps et tout, parce que c'est pas évident, quoi. Ouais. Ça, c'était pour le premier mois. Oui. Est-ce que tu as un souvenir marquant pour le deuxième mois? Alors, le deuxième mois, oui, on est parti. Donc, Pia avait 6 semaines. Donc, au milieu du deuxième mois, on est parti. C'était, du coup, en août. Et donc, c'était les grandes vacances. Et on s'était un peu demandé, est-ce qu'on part pas et tout. Et on est quand même parti. Et du coup, je pense... En fait, j'arrive pas à savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée, parce qu'à la fois, franchement, on était déjà très fatigués, mais là, c'était encore plus fatigant, parce qu'en fait, on a fait, on est allé la présenter à mes 2 grands-mères que j'ai encore, mais elle avait 6 semaines, tu vois, donc c'est compliqué. Elles sont dans le sud, donc il a fallu faire beaucoup de routes, et effectivement, j'ai un souvenir justement de l'autoroute. Là, en plus, en août, il avait fait au tout début août, je sais pas si tu te rappelles, mais il faisait très 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 chaud. Ouais, il y avait des épisodes de canicule. Voilà. Et donc, c'était affreux, quoi. Franchement, là, le truc avec le tout petit bébé sur l'autoroute, machin, à la fin, franchement, c'était dur. Bon, après, c'est vrai que les 2 semaines où tu peux être dans une maison, en pleine nature, quand t'as 3 secondes et que tu fais un saut dans la piscine, c'est sûr que c'est pas la même. Donc ça, c'était sympa. Mais à la fois, un souvenir, du coup, un peu mitigé, parce que je sais pas si t'as plus besoin d'être vraiment dans ton cocon, ton chez-toi, prendre tes marques, ou si à la fois au mois d'août, effectivement, t'as quand même plus envie d'être à l'extérieur. Donc voilà, après j'ai plein de très bons souvenirs aussi, parce que du coup j'étais, ce qui était chouette en ayant un bébé d'été ces 2 mois, c'est que Pia elle vivait en couche. Moi j'étais juste avec un maillot de bain, un petit débardeur, et on était tout le temps dehors, donc un truc très de nature. Ça, je sais que c'est peut-être un conseil qui est pas évident à appliquer, mais je sais que justement dans les moments où t'es un peu stressé, où ton bébé ne s'endort pas, où toi aussi t'as plein de choses qui te stressent et c'est normal, le fait d'être dans la nature, ça faisait vachement de bien. De juste te promener avec ton bébé sous les arbres, ou même te poser, tu vois. Je prenais un transat, on était sous les pins, il y avait le bruit des cigales et tout. Franchement, tu vis pas du tout la même chose que quand t'es enfermé, je pense. Avec le bruit des voitures et... Ouais, c'est ça. Ah si, un conseil aussi que je voulais te donner quand même, c'est que très vite, alors faut avoir la forme physique, et j'ai eu la chance au bout de 10-15 jours d'être plutôt bien. Tous les jours depuis que Pia est née, et encore aujourd'hui et pendant tout l'hiver, je suis sortie au moins une fois. Tu vois, j'ai fait une balade d'une petite heure en fin de journée, justement. En fait, j'avais pris cette habitude à partir du moment où justement elle faisait ses pleurs du soir, et donc juste avant, même pour nous, en fait, tu sais, t'as besoin de bon allez hop, on prend un peu de force, parce que là ça va être 2h30 de pleurs et tout, c'est pas évident. Donc tu te fais une petite balade, tu décompresses, quitte à je sais pas moi, de boire une bière en même temps si t'as envie, enfin tu vois, mêler un peu apéro, petite pause ou j'en sais rien, mais le fait de faire une balade par jour avec ton bébé, de te forcer, même si t'es fatigué, t'as la flemme et tout, tu vois, de vraiment te changer les idées, marcher un peu dans la rue, et même, enfin moi j'étais à Paris, j'adorais, quoi, vraiment de faire 1 heure de balade quoi qu'il arrive par jour. Ça, je trouve que c'est vraiment
hyper important dans les tout premiers mois, quoi. Et comment tu gérais la chaleur dans le sud avec Pia? T'as des petits trucs à donner ou est-ce que tout s'est bien passé? Ouais, c'est ça, c'était aussi un vrai sujet, aussi un peu stressant. Après, à la fois, encore une fois, j'étais avec maman, qui est pédiatre, donc ça me rassurait. Mais en gros, ce qu'elle me disait, c'est que donc un nourrisson, normalement, déjà quand tu l'allaites, a priori, quand il tète, il a ses besoins en eau. Pour les bébés allaités, en tout cas, c'était pas un problème. Et pour les bébés au biberon, je crois qu'il y a des trucs qui s'appellent l'Adiaryl, hein, et c'est voilà un truc que tu pouvais mettre. Voilà, elle m'avait dit prends ça au cas où dans tes valises, dans les moments chauds, etc. Un soluté de réhydratation que tu peux utiliser dans de l'eau pour apporter les minéraux et le sucre. Je le dis parce que ma fille a eu la gastro la semaine dernière et donc évidemment j'ai dû l'utiliser. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal de l'avoir dans ses bagages pour se rassurer. Ouais, exactement. Et puis elle me dit il y a rien de gravissime. Donc si t'hésites et que tu te dis ah là j'ai l'impression qu'elle a un peu soif, bah tu lui mets et comme ça au moins t'es tranquille. Et sinon bah évidemment on sortait que le matin et plutôt le soir, être toujours à l'ombre. Je lui avais quand même acheté un petit bob. Ça c'était pas évident à trouver d'ailleurs, un bob pour tout petit bébé. J'ai eu un peu de mal, j'ai acheté ça chez Catimini, je crois. Ok. Qui avait parce que t'as des bobs après pour bébés un peu plus grands, mais les tout petits nourrissons, c'est pas évident parce qu'évidemment tu dois pas les mettre au soleil, mais n'empêche que si t'es dehors, qu'il fait super chaud, elle était en couche tout le temps. Ça marche. Donc le 2e mois dans le sud de la France. Ouais. Et ensuite le 3e mois, c'était encore en vacances ou retour à Paris. Là, D'accord. c'était retour à Paris. Donc pour moi, 3e mois, c'est un peu synonyme de atterrissage un peu, tu vois. Les 2 premiers mois étaient vraiment lunaires où t'es très fatiguée, très à la fois hyper amoureuse de ta fille et hyper stressée de ce qui peut lui arriver. Enfin, il y a un côté très primaire, je dirais. 3e mois, du coup, t'atterris un petit peu plus. Ça y est, t'as pris tes marques, c'est plus un tout petit bébé, tu sais un peu mieux faire. Et d'ailleurs, oui, moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, heureusement, j'avais prévu de prolonger quoi qu'il arrive mon congé maternité. Et ça, c'est un truc aussi qui me fait halluciner de me dire que la plupart des femmes doivent retourner bosser à 2 mois et demi et quelques. Je trouve que c'est pile le moment, à la fois déjà pour le bébé, c'est beaucoup trop tôt, mais je trouve aussi que pour la confiance en soi et d'être bien en tant que maman, c'est le moment où tout s'aplanit un petit peu, donc c'est plus facile, t'as tes codes, le bébé prend un petit rythme, même s'il fait pas ses nuits. Moi Pia a vite beaucoup dormi en plus la nuit, mais voilà, il y a quand même un rythme, les pleurs du soir se calment énormément. Enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça où on peut se dire ah ouf, on touche un peu de terre quoi, et on profite vraiment. Et il y a plein de petits échanges. Enfin les premiers sourires commencent avant, tu vois, au 2e mois, mais quand même au 3e mois il se passe un truc, il y a la motricité, elle commence à attraper des petites choses et tout, donc c'est quand même des trucs, moi je trouve tellement importants et essentiels, les toutes premières choses comme ça à découvrir avec son bébé, où on peut enfin voir un peu le travail accompli, se dire ah bon, je suis éclatée de mes 2 mois et demi, mais ça vaut le coup et ça va être de plus en plus sympa quoi. Donc, tu l'as prolongé de combien de temps en tout ? Alors je l'ai prolongé. En fait, moi, comme je suis journaliste, j'ai la chance, si tu veux, de pas avoir un contrat fixe. Donc c'est moi qui décidais en gros quand est-ce que je voulais ou non rebosser. Mais je m'étais dit que de toute façon, mais ça bien avant. Enfin, je veux dire, même avant même de tomber enceinte, je m'étais toujours dit que le jour où j'aurais un bébé, je voudrais avoir plusieurs mois d'affilée. Et là, je me suis dit 6 mois. 6 mois avant de retravailler. En revanche, en fait, j'ai trouvé donc ma nounou grâce à une amie qui en fait faisait garder son fils chez une assistante maternelle qui est très très chouette, et pendant l'été, elle me disait bah écoute, il y a une petite fille qui rentre, je crois en maternelle, tu vois, donc il y a une place qui se libère, est-ce que ça te branche pour Pia ? Donc moi j'étais là mais oui, 1000 fois oui, sachant vu la bataille de dingue pour avoir une crèche ou une place ou une nounou sympa, etc. Donc oui, j'ai foncé. Et en revanche, bah évidemment, ma nounou avait besoin de commencer un contrat plutôt en début d'année. Donc on a négocié, tu vois, moi j'avais dit janvier, elle voulait septembre. On s'est dit bon allez, novembre, on commence la garde en novembre. Et alors ça, si je peux donner un conseil, c'est quelque chose, alors pour des raisons personnelles que je vais t'expliquer, mais de façon générale, c'est un truc qui se fait très 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 peu et que moi je referai mais direct pour mon 2e. À savoir que donc par hasard, si tu veux, j'avais prévu de retravailler qu'en janvier. Et par hasard de mon mode de garde, en gros, j'ai eu 2 mois, si tu veux, à moi, sans avoir Pia tous les jours et qui se faisait garder, mais sans que je travaille. Et donc, c'est un truc qui ne se fait pas du tout. Cette espèce de laps de temps. La plupart des femmes, je pense, culpabiliseraient, mais un truc de dingue de le faire. Et en fait, moi, encore une fois, il y a eu d'autres choses qui viendront après, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est essentiel. Et pour mon 2e, je referai exactement la même chose.
parce que c'est ce qui fait qu'honnêtement, moi depuis, enfin ok, les 3 premiers mois ont été durs physiquement, mais depuis, moi je suis en très très bonne forme et je suis pas épuisée, contrairement à beaucoup de mamans, et ce qui est normal en fait. Enfin, je veux dire, passer de un rythme de s'occuper de son bébé H24 à travailler direct plus reprendre ça, enfin c'est beaucoup trop quoi. Ça me semble épuisant. dingue, épuisant. Et donc quand tu as commencé l'adaptation fin octobre, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui le font? Alors, moi, j'ai fait l'adaptation la plus longue du monde. Sur l'adaptation, j'ai du coup eu la chance, vu que j'avais pas de pression de rebosser. J'ai mis quand même 4 semaines d'adaptation. Donc tout le monde se foutait de ma gueule. Mais c'était chouette aussi parce que, alors, sans du coup peut-être être dans l'excès enfin, c'est même pas un excès d'ailleurs, dans le choix plutôt de prendre 2 mois que à soi. Mais en revanche, du coup, j'ai eu 1 mois déjà où, en gros, je laissais Pia à 2h le matin et je la gardais l'après-midi. Et rien que ça, en fait, après 2-3 mois, être 100% dédiée à son bébé, c'est déjà une respiration dingue, quoi. Bon, après, il y a des copines, moi, très vite, elles faisaient, au bout de 2 jours, c'était, ah non, mais moi, je prends la journée directe, la nounou, la crèche, et elles avaient bien raison. Moi, j'avais un peu plus de mal, j'avoue que, enfin, avec Pia, j'avais du mal, même à, tu vois, la laisser dans les bras de quelqu'un d'autre. Enfin, j'étais quand même très, les 3 premiers mois, hein, parce que maintenant, c'est vraiment, elle fait sa vie, elle est hyper sociable et tout, et moi, je pense que ça joue d'ailleurs, pour être, après, ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que les 3 premiers mois, les bébés ont besoin d'un total amour et contact et un truc vraiment sans limite, quoi. C'est câlin à la demande et c'est portage à la demande encore aujourd'hui, mais je pense que plus en gros on leur donne toute cette affection et ils vont savoir, si tu veux, à 80 000% que quoi qu'il arrive il y aura papa et maman derrière, et plus derrière ils vont être cool et indépendants, parce que quand ils vont explorer et rester avec les copains chez la nounou et tout, ils savent très bien qu'il y a maman qui arrive après et qui va lui faire 5 milliards de bisous, quoi. Un vrai socle de confiance pour la suite. Exactement, ouais, je pense que c'est essentiel. Ouais. Et donc en relation un peu avec l'adaptation, pareil, je me voyais pas du tout la balarguer du jour au lendemain, 10 heures de garde, etc. Donc ça s'est fait en douceur et c'était très bien comme ça, quoi. Ok. Ouais. C'est pas trop loin de chez toi, ça? Non, c'est à 5 minutes à pied, c'est vraiment trop bien, quoi. C'est juste à côté, et puis elle est géniale. Enfin, moi je l'adore. Ça, c'est un truc, pour le coup, un vrai conseil, c'est de prendre le temps, si on n'a pas eu la chance comme ça d'avoir quelqu'un qui nous tombe dessus, prendre quand même vraiment le temps de rencontrer la personne qui va garder son bébé. Ça paraît un peu, enfin voilà, au tout début, je trouve, quand on est enceinte, on se dit bon, faut trouver un mode de garde, mais en fait, faut trouver surtout une personne qui va garder son bébé, quoi. Et quand je vois à quel point, même avec ma propre mère, il y avait des trucs où j'étais, non mais attends, porte-la un peu plus comme ça, je t'assure, et tout. Faut quand même être extrêmement en confiance avec la personne à qui tu laisses ton bébé pour être serein. Et donc ça, je dirais d'essayer vraiment de prendre le temps de rencontrer, de s'y prendre à l'avance, de se faire des rendez-vous, de voir un peu comment ça fonctionne, et pas être dans le stress de trouver un mode de garde, plutôt d'avoir l'anticipation de trouver une personne avec qui ça va fitter. Et franchement, moi-même, enfin, mon assistante maternelle, ouais, Sylvie, si tu m'entends, je t'adore. Tu le sais, mais je t'adore. Comment ça s'est passé une fois que tu avais toutes tes journées libres? Comme je t'expliquais un petit peu quand on a discuté, moi, en gros, Pia, je l'ai fait garder donc assez 4 mois. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée, du coup, une fois qu'on a passé cette période d'adaptation des 2 heures par jour, donc on était en novembre, elle allait avoir 5 mois. Du coup, je n'avais vraiment plus rien à faire, parce qu'en plus, je bossais pas, alors que normalement, j'ai un métier qui m'emmène à droite à gauche, je voyage beaucoup, je suis tout le temps en déplacement, que les 2 années précédentes, on a quand même acheté un appart, donc j'avais fait tout le suivi de travaux parce que j'adore ça. Je travaillais, on voyageait énormément, enfin voilà, une vie quand même très très remplie, comme beaucoup de trentenaires de nos âges, voilà. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée vraiment à ne rien faire. Et alors moi qui pensais me dire ça va être un peu cool et tout, je vais prendre le temps, tout en redoutant un petit peu. Donc j'ai essayé un peu ce truc-là que je faisais d'habitude, de me lancer dans des projets un peu perso, et j'en ai plein, j'ai toujours plein de trucs à créer dans ma tête, j'adore et tout. Mais je sentais que, je sais pas, j'avais pas une super énergie, vraiment je me disais bon voilà, ça doit être la fatigue, etc. Et en fait, au bout de quelques semaines où je sentais que j'étais de plus en plus fatiguée, un peu triste, j'ai commencé à beaucoup rêver de mon papa, en fait, qui était décédé il y a 2 ans et demi. Il est décédé à l'été 2018, été où on s'est mariés d'ailleurs, donc c'était aussi très compliqué. Enfin bon, voilà, ça faisait beaucoup de charges émotionnelles que je n'avais en fait pas du tout lâché, à savoir que à la suite
du décès de papa et de notre mariage. Voilà, tout s'est enchaîné en fait. J'ai pleuré évidemment un petit peu au début, mais je me suis vite ressaisie entre guillemets et j'ai vite mis un couvercle là-dessus et voilà. Et je pense que du coup ce temps libre devant moi a fait vraiment l'effet d'une cocotte minute parce que en fait assez vite j'ai senti que voilà j'étais pas juste fatiguée parce que j'étais fatiguée pour Pia. Je pense que je décompensais complètement émotionnellement et je me suis vraiment effondrée au bout de 2 semaines en fait. C'est-à-dire que hormis les moments où j'étais avec Pia, la journée j'avais des énormes crises de larmes. Enfin voilà, où je repensais beaucoup à mon père, à tout ce qui s'était passé, etc. Vraiment tout ce que j'avais absolument pas guéri et pris le temps de digérer m'a vraiment explosé à la tronche à ce moment-là. Et donc ça a été quand même très très dur. Après m'être renseignée, puisque ça me passionne quand même de comprendre un peu comment ça fonctionne, il y a ce qui s'appelle la transparence psychique en fait quand on devient maman. C'est-à-dire que tous les trucs qu'on a mis sous le tapis, les choses qu'on n'a pas réglées, les histoires qu'elles soient un petit peu dures ou tragiques comme perdre un de ses parents, etc. Si tu les as pas réglées, de toute façon, t'auras pas le choix, ton corps va te rattraper et ça explosera à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que j'ai beau essayer de me dire non mais tout va bien. J'ai une petite fille qui est super, en bonne santé, mon mari m'aime, j'ai une super famille, nanana. On a beau avoir toutes les cases, en fait non, on a le droit d'être triste quand on est plus que triste, d'être dévasté d'avoir perdu son père. Moi c'était plus trop en relation avec Pia, quoique encore une fois pour moi ça se relie en fait, c'est des passages de vie, c'est-à-dire que j'étais plus fille d'eux et je suis devenue maman d'eux, mais sans mon père. Et voilà, et plein de choses que j'avais beaucoup trop minimisées, en fait, c'est énorme et c'est très dur à digérer. Et donc pendant 2-3 semaines, ça a été vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu, en plus parce que j'ai un caractère plutôt optimiste et positif, et on glorifie souvent l'optimisme, etc. Moi, c'est un truc que je travaille avec ma psy, le travail inverse, c'est-à-dire autorise-toi à être triste en fait. Et c'est très important. Ça paraît rigolo de dire ça comme ça, mais en fait c'est hyper important parce que un être humain c'est fait de plein d'émotions différentes et ok, tant mieux. J'ai la chance d'avoir plutôt souvent en tête le verre à moitié plein, mais parfois dans la vie il y a aussi des histoires et des moments de vie qui sont très durs et on a le droit de les vivre de façon très dure comme n'importe qui. Ça parlera pas à toutes les mamans parce que heureusement toutes les mamans ont pas des histoires dures comme ça en rapport avec des pertes, etc. Mais si ça peut aider certaines déjà qui vivent ça, je pense que ça me tient à cœur en tout cas de pouvoir parler de ça et surtout se dire, pour relier ça à son statut de maman, se dire que c'est pas grave, parce que moi j'ai beaucoup culpabilisé en fait quand j'ai commencé à m'effondrer. Un des premiers trucs aussi, c'est que j'essayais encore de garder le truc en me disant je peux pas, Pia, elle peut pas avoir une maman qui pleure, Pia, elle peut pas avoir une maman qui est triste, mais en fait si, Pia, elle peut avoir une maman qui est extrêmement heureuse de l'avoir, mais qui 1 heure après, va avoir envie de pleurer en pensant à son père qui est plus là. Et c'est normal en fait, et même pour un enfant et pour le futur adulte qu'elle sera, c'est lui dire aussi que elle aussi, elle aura le droit d'être triste le jour où il se passe un truc à la récré et qu'elle a perdu sa gomme, et elle a le droit d'être triste et d'être super heureuse après de jouer avec ses copines, et qu'en fait on a le droit d'être plein de choses à la fois, quoi. Aussi, il y a un autre conseil que je trouve très important et dont les gens parlent peu, et ce qui me fait halluciner, mais c'est de quoi qu'il arrive et peu importe les raisons, on n'a pas besoin d'attendre que son père soit décédé pour le faire, de faire une psychothérapie ou de s'allier avec des professionnels, de notre choix. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psy si ça ne parle pas du tout. Quoique je pense que de toute façon un psy c'est hyper important dans la vie de tout le monde, mais bon, ça c'est mon avis perso. Mais si c'est consulter, je sais pas, une sophrologue, faire du yoga, faire des séances de relaxation, j'en sais rien, ça peut être, c'est en fonction des sensibilités, mais je trouve quand même que faire une psychothérapie et aller voir ce qui va pas quand on sent que ça va pas, c'est fondamental en fait. Tu y allais rapidement? Ou t'as mis du temps à y aller? Non, j'ai mis très peu de temps. Moi, c'est encore une fois l'avantage, c'est que moi en 3 secondes, j'ai dit ok, il y a un truc qui va pas du tout, je me reconnais pas. Moi, j'ai senti que c'était pas du tout normal.
Deuxièmement, je suis incapable de cacher quoi que ce soit. Donc moi, enfin vraiment en 3 jours, il y avait mon mari, ma sœur, ma mère, mes meilleurs potes qui savaient que j'étais au fond du trou et je leur disais ça va pas du tout là, je fais que de pleurer, je me lève pas du canapé, si ça continue c'est la dépression assurée quoi. Faut que j'aille voir une psy et c'est moi qui l'ai dit direct. Après encore une fois, j'ai la chance d'être dans un univers médical qui fait que pour moi aller voir une psy c'est aussi logique que quand tu te pètes la cheville, tu vas voir un kiné pour te refaire la cheville, tu vois. Bon bah là si t'es en pleurs mal à ressasser des trucs super douloureux, bah évidemment tu vas soigner ton cœur et ta tête quoi. Noël aussi a fait beaucoup de bien, c'était hyper chouette aussi. J'appréhendais beaucoup parce que je me disais mince, il va pas y avoir papa, ça va être encore plus dur. Et en fait, j'avais déjà tellement sorti beaucoup de choses que j'avais trop laissé enfouies, que ça allait mieux. Et puis après voilà. Après, c'est un suivi qui est pour moi, ça peut être éternel d'aller voir une psy parce que c'est aussi très intéressant. En fait, on peut parler de plein de choses. Il y a pas besoin d'aller mal pour aller voir une psy. Tu me parlais quand on préparait de la culpabilité qu'on a. On nous dit beaucoup que les bébés ressentent toutes les émotions. Comment est-ce que tu as réussi à travailler ça pour éviter d'en avoir trop ? Alors, encore une fois, je pense que le fait de se faire très vite accompagner, ça aide. Parce qu'en fait, j'ai direct parlé de ça, par exemple, à ma psy en disant mais je comprends pas, je devrais pas pleurer, je suis maman, je suis heureuse, je devrais pas être triste pour ça. Déjà, elle m'a expliqué que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, c'est vraiment très vite se faire, je pense, accompagner pour comprendre que cette culpabilité, en fait, c'est plutôt une méconnaissance aussi de soi. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que dans nos sociétés occidentales, on est quand même très peu à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment et des émotions et de ce qui doit sortir, etc. Et que tout n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut à la fois dans une même journée être hyper heureuse d'être avec son bébé et pleurer parce qu'on n'a pas son père et être énervé contre son mec qui a pas rangé de la vaisselle. On peut tout ressentir en fait et du coup ça je m'en suis vite libérée parce que j'ai très vite compris que Pia en fait et je lui expliquais quoi, je lui disais tu sais chérie, en ce moment, si maman elle est un peu triste, c'est parce que j'ai perdu mon papa et voilà, et que c'est difficile. Mais je t'aime plus que tout et ça change rien. Évidemment, Pia à 3 mois ne comprenait pas, mais pour moi, elle devait ressentir ça. Et c'est vrai qu'en fait, tout simplement, ma psy m'a toujours dit mais il va comment votre bébé ? Et mon bébé, enfin, Pia, elle a toujours été au top de sa forme. Elle est hyper épanouie et détendue, etc. Donc même ça m'a aussi fait souffler de me dire ah ouais, donc en fait s'il y a d'autres trucs bien moins graves que la mort de mon père, mais ne serait-ce qu'un jour je suis fatiguée, j'ai la flemme et je lui dis ah Pia chérie là je suis un peu fatiguée, etc. On joue un peu plus tard quand elle sera plus grande, ce sera pas grave. Et en fait c'est des petits apprentissages comme ça sur en fait être c'était un mantra que je m'étais dit avant d'être maman, mais qui est dur à appliquer, mais qui maintenant est essentiel et qui fait partie tout le temps de ma vie, c'est parents heureux, enfants heureux. C'est le seul truc que je m'applique, à savoir, si t'as besoin de tel truc, le fait de toi te combler d'abord, tu vas avoir toutes les ressources pour combler ton enfant, et c'est un truc vertueux, quoi. Et alors après tous ces épisodes assez difficiles, comment est-ce que t'as fait pour reprendre le travail derrière ? Grosse crise, c'était novembre, en gros, 5e mois. Déjà la chance, avec le recul, c'est pas tout à fait un hasard si je me suis autorisée à craquer au moment aussi où Pia a été gardée, où je savais qu'elle était en sécurité, j'étais bien avec ma nounou, l'allaitement était fini. Enfin voilà, il y avait un côté genre bon, c'est bon, j'ai le droit de penser un peu à moi. Donc voilà, j'ai vidé mon sac en novembre, ce qui à la fois était très dur et en même temps j'en suis sortie encore plus épuisée, on va dire physiquement, mais apaisée quoi. Vraiment j'avais fait passer la tornade. Et ensuite du coup j'ai eu tout le mois de décembre aussi, qui est un mois en plus assez magique. C'était le premier Noël de Pia, préparé. On est parti chez le meilleur ami de mon mari et qui est aussi le parrain de ma fille. On est parti chez lui à l'île de Ré pendant une semaine. Enfin voilà, on s'est vachement chouchouté, on était à la cool. Moi, je continuais évidemment ma psy. Et en pensant petit à petit, effectivement, au boulot. Et en fait, j'ai eu la chance à ce moment-là que une ancienne collègue avec qui je bossais dans mon ancienne boîte de prod me dise que une émission de télé cherchait une journaliste, savoir si ça me branchait. Alors moi, au début, j'étais là, tu sais, c'est pas du tout le sujet, je viens de vivre un truc super compliqué avec papa, là, ça m'éclate à la tronche, machin. Elle m'a dit, écoute, attends 2-3 semaines et tu vois, etc. Et en fait, c'était la meilleure idée parce que du coup, j'ai repris en douceur avec un boulot qui m'épanouit énormément. Et j'ai repris que mi-janvier. Donc, tu vois, entre le moment où j'ai craqué complet et le moment où j'ai repris, il s'est passé 2 mois. Donc, j'ai eu le temps aussi de
de poser, quoi. Prendre du recul et de Ouais. repartir sur un bon pied. Exactement. Et juste rebondir là-dessus, parce que c'est ce dont je parlais en tout début du podcast, c'est que du coup, ces 2 mois-là, évidemment, pour moi, ça a été vital, mais je pense que pour la plupart des femmes, c'est essentiel d'avoir un petit temps. Alors, on fait avec ce qu'on a, mais c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois de temps entre le moment où on commence la garde de son bébé et on reprend le boulot. D'avoir un temps pour se poser un peu. Et voilà, essayer de réfléchir aussi à comment on veut articuler sa future vie de femme active et maman. Juste voilà, avoir le temps de se poser ou partir en vacances si on a envie, ou à l'inverse, ne rien faire à la maison, mais vraiment avoir un laps de temps sans aucune culpabilité. Comment ça se passe pour les reportages avec un rythme de journaliste, avec un enfant en bas âge à la maison? Est-ce que tu arrives à t'organiser avec ton mari? Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui ont une organisation aussi un peu complexe? Ça a été une décision en fait déjà de ne plus faire de reportages en dehors de Paris, parce que moi pendant plusieurs années en fait je partais du coup en reportage en province notamment ou un peu à l'étranger, mais surtout en province. Et du coup, c'était des départs le dimanche, des retours le samedi, ne pas être là pendant 4-5 jours et tout. Et donc ça a été déjà un choix en fait de me dire que ça, je n'en voulais plus. Donc je dirais, premier truc, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut ou pas. Ensuite, ne surtout pas se dire effectivement que si on n'a pas un rythme un peu classique, on peut, ça va être très compliqué. Honnêtement, avec un petit peu d'organisation et un peu de souplesse aussi, ça le fait. Le télétravail aussi favorise un petit peu les choses. Sinon, en termes d'organisation, oui, on s'est réparti les tâches avec mon mari. En gros, on a la chance de commencer plutôt tard. Nous, en général, on n'est pas avant 9h30, 10h en train de bosser. Donc le matin, en gros, on se lève quand Pia se réveille. C'est moi qui vais, pour le coup, aller... je suis plutôt du matin. Alors que mon mec met 3 plombs à émerger, donc je l'habille, on joue, je fais le biberon, tout ça. Et en revanche, c'est lui qui la dépose chez nous. Comme ça, lui, à partir du moment où il part, moi, j'ai un quart d'heure, 20 minutes pour me préparer tranquille et partir dans la foulée. Donc voilà, c'est trouver des petits ajustements aussi à mettre en place. Le soir, du coup, on fait 1 fois sur 2 en général où on récupère. Voilà, se répartir un petit peu les tâches et surtout faire du 50-50. Éviter que ce soit la femme qui à chaque fois aille déposer les enfants et aille les récupérer, ça me semble un peu dingue. Autre truc, qu'on commence juste, parce que moi on s'était dit ça avant d'avoir Pia, on s'était dit il faut qu'on ait un soir par semaine à nous 2. Bon, la vérité c'est que en 10 mois, à part le week-end où là j'arrive un petit peu plus à machin, la semaine j'ai du mal encore si tu veux à la déposer. Mais en gros, tous les mercredis ma mère garde Pia et on s'est dit, et on va commencer vraiment à le faire, oui, je vais y arriver, que tous les mardis soirs on dépose Pia chez maman, ce qui fait qu'elle dort sur place et après elle passe la journée avec elle. Et donc t'as vraiment un soir dans la semaine où tu te retrouves en couple ou si on veut aller voir des amis, mais vraiment l'idée c'est plutôt de se retrouver un temps pour soi ou soit tout seul d'ailleurs, mais plutôt un petit moment du couple quoi. Ça c'est un truc qu'on a en tête et si on peut le mettre en place aussi c'est pas mal. Si un jour, moi j'ai un super tournage qui va être à Marseille ou à Bordeaux ou j'en sais rien, j'irai et je m'organiserai pour que pendant 3-4 jours, Pia soit gardée. Donc garder un peu de souplesse dans le rythme et dans l'esprit. Toujours cette histoire de culpabilité à éviter. Je crois que c'est la clé en fait. Ouais. Quand on devient maman, il y a cette espèce de truc qui nous tombe dessus, de culpabilité. Et moi, à partir du moment où je m'en suis défait, et franchement assez vite, parce que la plupart des mamans se mettent beaucoup d'années presque à réaliser ça. Moi, en gros, l'avantage que j'ai eu d'aller très vite chez une psy pour papa, c'est que forcément tu parles aussi de ta maternité. Et moi, c'est un truc qui n'est quasiment plus un sujet, la culpabilité. Je pense que tout simplement, si je suis bien, Pia sera bien. Donc à partir de ce moment-là, tout roule. Merci beaucoup Pauline, c'était hyper intéressant. Merci de nous avoir partagé ton histoire des 6 premiers mois après la naissance. En conclusion, est-ce que tu peux juste nous dire sur ces 6 premiers mois ce qui a été le plus beau et ce qui a été le plus dur pour toi? Le plus beau, c'est tous les jours. Il y a un truc qui est dingue, je trouve, avec un bébé, c'est que le temps est démultiplié, c'est-à-dire que chaque jour il se passe un truc de dingue. Donc c'est ouf en fait, la vie devient magique. Il y a vraiment un côté tout est magique et j'adore en fait juste regarder Pia tous les jours, c'est incroyable. Vraiment ça paraît très con, mais c'est vraiment ça quoi. Moi elle me transporte tous les jours quoi. Elle fait de ta vie un truc génial. Et le plus dur, moi ça a été clairement de réaliser qu'en fait c'est très personnel, mais c'est la vérité, c'est que mon père ne connaîtra jamais ma fille. Et ça c'est très très dur. Et du coup, si on peut l'extrapoler à d'autres cas, je dirais que c'est devenir maman quand on a un manque familial
ou une perte récente ou quelque chose comme ça, oui, c'est dur à encaisser, mais c'est pas du tout impossible et on a le droit d'être triste pour quelque chose et très heureuse dans sa maternité. Merci beaucoup Pauline. De rien. À bientôt. Avec plaisir. J'espère que l'histoire de Pauline vous a touché. Je trouve passionnant ce lien entre la maternité et le rapport que l'on a à ses propres parents. J'espère que ce témoignage pourra aider ceux qui traversent des difficultés en ce moment. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Prélude. En attendant, vous pouvez donner des étoiles sur Apple Podcast et me retrouver sur Instagram sous le nom Prélude Paris. À bientôt!